Bonjour à tous, vous êtes avec nous sur Radio Ciné et on va relancer notre petite émission Qui que quoi, donc cette nouvelle édition. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes contents de nous retrouver. Je suis ici avec mon collègue et ami Jules. Bonjour Paul. Bonjour Jules, que vous connaissez sans doute, vous avez déjà entendu la voix puisque c'est lui qui s'occupe des chroniques Ciné Exploration que je vous invite à aller écouter, qui sont le mercredi et le vendredi à 17h, mais aussi le dimanche après-midi, sans doute après l'émission que nous allons faire. Je suis aussi en compagnie de Antoine, ami et collègue aussi. Bonjour Paul. Bonjour Antoine qui est notre ingénieur du son, donc qui nous aide à monter les chroniques, qui nous a aidé avec les niveaux sur la radio, tout ça, donc notre ingénieur du son pour Radio Ciné. Donc comment ça va les gars, ça va aujourd'hui ? Bah ouais, super. Très bien, plaisir d'être ici. Petit soleil, petit jour de vote. Petit soleil, petit vote. Super, bon bah écoutez, maintenant que tout ça c'est fait, tout le monde a été voté, et nous on va passer aux choses plus marrantes. Alors, je vais rappeler le concept de l'émission pour ceux qui ne le connaissent pas avant de commencer. Donc, c'est une forme de quiz lors duquel je vais poser des questions pour tester vos connaissances sur la culture cinématographique et musicale. Les questions auront la particularité d'être un peu à côté, pour ainsi dire. Je vais les poser de façon un peu alambiquée. Et je vais tourner la question légèrement afin de rendre le tout un peu plus amusant et pour vous et pour les gens qui nous écoutent. Donc, on avait déjà fait un petit tour de chauffe la semaine dernière. Oui. Vous avez présenté un petit peu le concept. Donc là, cette semaine, je vous réinvite pour avoir ça. Et nous ferons une deuxième émission juste après celle-ci, donc on aura un petit interlude musical. Donc avant tout, voilà, c'est avec vous deux, puis tout à l'heure j'aurai deux nouveaux invités, vers 15h15, 15h30 pour la deuxième émission. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec quelque chose d'assez simple, quelque chose qui va peut-être vous parler. Et puis bon, pour ceux qui découvrent l'émission, vous allez comprendre tout de suite de quoi il en retourne. Alors, que doit-on à George Lucas qui ne soit ni Star Wars, ni Indiana Jones ? THX. Alors c'est pas THX, mais on est dans le bon domaine, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas sur la réalisation ni sur l'écriture, c'est pas un domaine de réalisation. On est sur le sound design. Alors, c'est pas une histoire de sound design. Que doit-on ? Donc ça pourrait être absolument pas un film, ça pourrait être des peluches. Et effectivement, ça pourrait être... Et je crois que je m'en rapproche, non ? Alors on doit à George Lucas des peluches, effectivement. C'est un gros vendeur de peluches. C'est un gros vendeur de peluches. Et de jouets. Mais nous c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas ça qu'on cherche. Alors que doit-on à George Lucas autre que Star Wars ? Et Indiana Jones, évidemment. Indiana Jones. Le plot twist. Il a inventé le plot twist. Alors, on doit à Joseph Campbell d'avoir écrit Le héros aux mille et un visages, qui structure le monomythe, qui a appris à George Lucas à faire des plot twists comme il y a dans le monomythe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il y a aussi des œuvres de Vladimir Propp qui parlent de ça. La théorie du monomythe, la théorie des histoires, qui sont toutes des variations de quelques histoires originelles ou d'une seule histoire originelle. Mais George Lucas, il a fait beaucoup de choses. Ah, beaucoup de choses, oui, on peut considérer qu'il a fait beaucoup de choses. Dire, donc tu peux nous assurer, c'est pas le sound design ? C'est pas le sound design. C'est pas le marketing. C'est pas le marketing. Les nerds. Une foule. Il y a une idée de nerd. Ah, donc en fait. C'est pas les nerds, c'est pas lui qu'on doit les nerds, mais il y a une petite notion de. Ça pourrait être. Est-ce que Star Wars, ce serait pas la première fois qu'une communauté se crée autour d'un film ? Non, c'est pas ça. Non, c'est la première fois que la communauté crée plus que le réalisateur. Non, mais vous êtes très intéressants, les gars. Vraiment, tout ça, c'est des grands débats philosophiques intéressants, mais c'est pas la réponse à notre question. C'est la première fois que George Lucas, qu'un réalisateur, crée une œuvre qui le dépasse totalement. Qui le dépasse totalement. Parce que George Lucas, finalement, qui s'y connaît Star Wars ? Non, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'en connaître plus que lui. J'ai lu des albums avec des détails. Oui, il y a des détails fous. Il me semble que c'est même les Chewbacca au début, ça devait être un alien qui chante en tenue latex moulante, je sais pas quoi. Ça devait être n'importe quoi au début, je crois. Je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc comme ça. Non, donc on n'est pas sur ce domaine-là. Mais j'aime bien, t'as cette certaine tendance que j'ai déjà entendue où tu commences ta phrase avec assurance, puis on finit par se rendre compte à la fin que t'as pas réfléchi à la fin de ta réponse. Ok, donc du coup, pour vous aider un petit peu, donc effectivement, vous êtes sur la bonne voie, c'est qu'il a fait beaucoup de choses, et donc pas juste de la réalisation et pas juste de l'écriture. Donc c'est quelque chose qu'il aurait entrepris. Donc effectivement, on doit beaucoup de choses à George Lucas, notamment des choses qu'il a pu créer, par exemple, mais plutôt de l'ordre des entreprises qu'il aurait pu créer. En fait. Alors, c'est comme quand je te disais, c'est vrai que tu es sur la bonne voie avec THX. Donc oui, c'est pas parce que THX, c'est un modèle. C'est une norme, en fait, THX. Alors, c'est une configuration. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une configuration sonore
pour les salles de cinéma. Pendant longtemps, ça a été un standard. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais pendant longtemps, c'est vrai que ça a posé les standards pour le son. Mais là, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. En fait, c'est un truc qui est extrêmement anecdotique. Bon, voilà, bienvenue dans l'émission. Donc, du coup, pour vous aider un petit peu, il a créé quelque chose c'est dans les années 70. C'est en 79. Donc entre Star Wars 4 et 5. Ouais, tu peux voir ça comme ça, mais c'est pas relié à Star Wars du tout, en fait. Hein, pas vraiment. Ouais. Il a créé quelque chose en 79 qui était tout petit et qui est devenu beaucoup plus gros plus tard. C'est devenu plus gros dans les années 90. Parce que dans les 90, c'est une petite boîte qui a pris son essor toute seule et qui a donné des merveilles qu'on connaît tous de notre enfance. C'est LucasArts. LucasArts ? C'est pas LucasArts, c'était une division de LucasArts. Il a inventé... LTD... Non, On parle de jeux vidéo. On parle pas de jeux vidéo, non. Ah non, ok, on parle d'une boîte qui a produit des films depuis les années 90 qui sont des films à immense succès. Et on est sur des films d'animation. Voilà, je vends un peu la mèche. Attends. Mais ça me dit un truc et en même temps ça ne me dit absolument rien. Alors, écoutez, dans les films d'animation dans les années 90, le premier grand succès c'était en 95. Avec un film qui met en scène un cow-boy et un guerrier de l'espace. Quoi? Attends. Je vous pose toutes les questions sous forme de Toy Story. Alors effectivement, Toy Story c'est leur premier. Pixar. C'est Pixar. Oh là là. Bah oui. Oh là là. Mais... On voit Pixar à George Lucas, effectivement. Donc effectivement, voilà pour l'anecdote complète. Donc c'est le studio d'animation Pixar qu'on doit à George Lucas. En effet, ce sont des ingénieurs du New York Institute of Technology que George Lucas a débauché de cet institut afin de les récupérer dans sa boîte Lucasfilm, qui voit naître en 1979 une branche du nom de Graphics Group et qui se spécialise dans les effets numériques. Cette branche qui va donc s'occuper des effets visuels de certains films tels que donc Le Secret de la Pyramide ou encore Star Trek 2. Le Star Trek de l'époque. Ouais. Et ce département sera vendu à... Disney. Pas Disney, non, c'est pas encore Disney qui rachète tout à cette époque-là. C'est une autre grosse boîte qui rachète tout à cette époque-là. Quelqu'un qui est devenu très célèbre, donc c'est un célèbre informaticien. Elon Musk. Non plus. Il revend la boîte à Steve Jobs en 1986. Et donc ce petit groupe, le petit Graphics Group créé par George Lucas, racheté par Steve Jobs, devient progressivement Pixar, que nous connaissons aujourd'hui, parce que voilà. Et leur premier film, c'était Toy Story. Et leur premier grand film, effectivement, parce qu'ils ont fait des petites animations et tout ça, mais leur premier grand film en 3D, c'est Toy Story. Donc c'est le studio qui nous a donné ensuite voilà Toy Story. Et donc ce qui est très intéressant, voilà la petite anecdote aussi, c'est que pour conclure cette belle histoire, Toy Story c'est réalisé par, je sais pas si vous connaissez le réalisateur de Toy Story, parce que c'est pas souvent dont on se souvient en général, c'est John Lasseter. Et John Lasseter, qui en a réalisé d'autres par la suite, je sais plus lesquels, mais il a réalisé d'autres Pixar par la suite. Il se trouve être un des ingénieurs originellement embauchés par George Lucas. Ok. Voilà, la petite anecdote comme ça. Mais bon, c'était très intéressant ce que vous citiez tout à l'heure, effectivement. Pour rester sur George Lucas, oui, je t'en prie. Tu sais comment il appelle les sabres laser, George Lucas? Les épées qui font zoom zoom. Alors presque. Il appelle ça les sabres lumineux sabres. Ah oui, ça me dit quelque chose. J'ai cru entendre ça dans un making of. Oui, effectivement. George Lucas s'en fout de son univers. Attention, parce que on est enregistré là, donc je sais pas si ça va peut-être nous rattraper un jour. Mais oui, tout ça c'est très intéressant, toutes ces notions de l'art qui dépasse les communautés qui sont rapprochées, parce que c'est vrai qu'avant ça on n'avait pas vraiment parce que ça faut le ramener à ce relent en fait du cinéma hollywoodien des années 70 qui sort de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. On avait des films un petit peu d'auteur, les films de Scorsese, les films de Coppola, et c'est vrai que Steven Spielberg et George Lucas ont beaucoup relancé la machine à grands blockbusters pour lesquels on dépensait des milliers de cents pour faire des campagnes de com, et puis effectivement donc ça fédérait des immenses communautés. Donc c'est vrai que tout ça, c'est historiquement très intéressant. Vous êtes plus intéressant que mes anecdotes. C'est dur. Oui, c'est dur et c'est pas vrai. Alors. Ok, ça c'est encore plus dur. Ça va les gars. Alors, quelque chose qui va peut-être vous parler, c'est pas trop compliqué, voilà, on va se calmer un petit peu. Quelle utilisation peu commune peut-on faire d'une fusée de détresse ? J'ai envie de dire effrayer un dinosaure. Tout ne tourne pas autour de Jurassic Park. Non, c'est... Utilisé comme un flingue. Alors non, c'est pas comme un flingue, non. Mais du coup, une fusée de détresse, ça fait deux choses. Hein. C'est un flingue et ça fait autre chose. Donc, si c'est pas le flingue, c'est l'autre truc que ça fait. La lumière. Ça fait de la lumière. Ça fait de la lumière, du coup... Et nous sommes une radio qui traite de... Cinéma. Ah, je vous laisse faire un Quelqu'un a fait de la lumière dans une salle de cinéma avec une fusée de détresse. Au secours, je n'aime pas le film. Non, c'est pas ça, non. Alors...
Parce que Attends, ta question, c'est quel autre usage on peut faire c'est une d'une utilisation peu fusée de commune. détresse? C'est ça, une utilisation peu commune. Et tu peu confirmes communautaire. que c'est pour faire de la lumière? Et c'est pour faire de la lumière, effectivement. D'accord. Bah, de toute façon, de base, une fusée de détresse, c'est pour faire de la lumière. Hein, mais... Oui, mais Il y a beaucoup d'exemples qui pourraient répondre à cette question. donc bah c'est oui. l'utilisation dans un film dans la fiction. Alors, non, justement, pas dans la fiction. Ah oui. Pas dans la fiction. Et non. Alors, c'est ça qui est beau, c'est que c'est oui et non. C'est en partie dans la fiction et en partie pas dans la fiction. Donc Je pense- c'est comme un effet spécial pour. C'est presque un effet spécial. Alors, il y a eu un éclairage fait à la fusée de détresse. Oui, je pense. Exactement, Oui. c'est ça. Il y a eu un éclairage de scène fait uniquement à la fusée de détresse. Ah, ça me Vous dit un savez truc, ça me me dit un trouver truc. quel film. Ça me dit un truc. Antoine, tu devrais trouver ça en un éclair. Oh là là, Vraiment, tu devrais trouver ça en une seconde. Ah, je l'ai. Mince, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable en plus. Oui, c'est incroyable. ouais. C'est incroyable quand tu regardes ça et que tu le sais. Tu me dis à peu près tous tu les 2 penses jours que je que peux c'est trouver incroyable, aussi Antoine. Je pense que tu peux Ouais. trouver aussi. Je sais plus si tu. Parce que je sais qu'avec Antoine, on l'a regardé ensemble et je sais plus si tu étais là avec nous quand on l'a regardé. C'est pas de la fiction? Si, le film est une fiction. Oui, le film est une fiction. Mais en fait, ils s'en sont servis dans une scène pour faire l'éclairage. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est l'éclairage dont ils se sont servis pour la scène. Mais c'est C'est aussi intégré à dans la scène, dans dans la la fiction. diégèse du Ouais. film, c'est aussi le seul éclairage qu'il y a dans la scène. Donc c'est ultra réaliste, quoi. Ça peut pas être le Quelque dernier chose quand Batman. même. Alors c'est une scène très marquante. Alors moi, ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que, enfin voilà, de tous les gens qui ont vu le film, je sais que c'est une scène qui les a beaucoup marqués. On est sur un film qui est sorti très récemment. Un film qui est sorti peut-être l'année dernière. C'est un film, je sais pas vous donner le nom C'est du un film réalisateur. récent? C'est un film très récent. C'est un film de genre. Oh là là, particulier. mais c'est 1917? C'est 1917. Oh là là Bravo, là c'est là. ça. Ah, mais, Ah bah oui. mais il est sorti quand? Il y a déjà Il plus est longtemps sorti que ça. en 2019, si Oui, je me oui, trompe pas. voilà. Moi j'ai 2020. Moi, il me semble Ou que c'est 2020, oui. officiellement. Attends, c'était quelle scène dans le genre Alors, c'est la scène dans les ruines où il se fait pourchasser par un soldat allemand. Attention, spoil. Attention, spoil, j'en dis pas plus. Mais attends, c'est au début ça? Mais non, Non, c'est c'est- c'est dans la deuxième partie du film. Ça se passe la nuit et c'est vrai que c'est très impressionnant. Très Si impressionnant. vous n'avez pas Ah oui, vu non. ce film, moi, Bon. ça fait partie de mes petites pépites J'allais de dire ces c'est le dernières plan années. séquence, mais Non. Alors oui, parce que Non, c'est- spoil. c'est un film qui se réalise en majeure partie en plan séquence. en intégralité. C'est- Bah, c'est pas Presque un en plan séquence, oui. pas tout à fait, Alors, bien sûr, c'est, mais- c'est mais- plusieurs plans séquences. mais Mais c'est une scène très impressionnante. Oui, Moi, c'est parce que impressionnant, c'est- oui. C'est presque un délire psychédélique en fait. Ouais. Cette scène-là, c'est Ouais, vraiment. c'est Et donc effectivement, on voit que le héros là, il progresse dans des ruines et puis il y a des éclairages de toutes les couleurs. Ouais. En fait, c'est que des fusées de détresse. C'est Donc incroyable. effectivement, voilà. c'est Et donc du impressionnant. coup, pour pousser le côté impressionnant, donc, ouais, l'équipe du film aurait eu à construire un modèle réduit du lieu de tournage afin d'étudier les angles de lumière Wow. et les durées d'incandescence pour savoir comment ils allaient réaliser et tourner leur plan. C'est incroyable. Donc, Ils ont vraiment ouais. bombardé une ville pour. Ah, Ça veut vraiment, dire qu'ils mais- l'ont vraiment fait à la pierre prête en fait. Quand mais ils c'est ont fou, reproduit hein, c'est le fou. lieu de tournage. Mais bon, et 1917, c'est bourré d'anecdotes. Hein. Il y en aura d'autres hein, dans les émissions. Ah, franchement, super. voilà. Hein, donc, J'adore ce un film. petit peu de spoil, mais C'est voilà, super. ça, il y en aura d'autres. Hein. Ok, alors là, bon, ça, un petit coup de cœur sur celle-ci, et puis je pense que vous allez beaucoup aimer. Connaissez-vous le prénom de Mr Bean? Waouh! Non, c'est pas possible, il peut pas y avoir une. Du personnage. Mr Bean. Rowan. Rowan Bean. Mr Bean interprété par Ron Atkinson, oui, effectivement. Il a un prénom. John. John Bean. John Bean. C'est pas mal, John Bean. John, ça passe bien. Et justement, c'est trop bien, John Bean. Peut-être Bean Bean. Alors, est-ce que c'est un prénom très très anglais? Je pense, hein. On va être ça. Un prénom très très anglais. Non, c'est pas. C'est juste que c'est même pas la question en fait. On est sur une anecdote un peu, c'est un peu vache quoi. C'est Un peu vache. Ouais, il y a une subtilité à choper. Bake. Quoi? Bake. Bake Bean. Bake Bean. Je sais pas. Mais comment ça, c'est un peu vache? Non, mais enfin, il y a une subtilité, il y a une blague. C'est un jeu de mots entre le C'est presque un prénom jeu de et le nom. Presque un jeu de mots. Ouais. Donc je suis pas loin. Dans l'idée. En fait, on est presque sur quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV en fait. On est presque Ah sur ouais ce genre de vanne là. Il s'appelle Mr Bean. Il s'appelle Ah, Mister. oui, il s'appelle oui. Mister. Voilà, le prénom de Mr Bean, c'est Mais c'est pas dans un mais film, on voit ça. Et c'est dans un film où on voit ça Bah, exactement. c'est dans le film. C'est dans le film Bean, voilà, effectivement. Waouh. C'est Ça le va être à film. l'aéroport quand même. C'est à l'aéroport, Ah. voilà, c'est ça. Je l'ai pas vu. Mais et du coup, c'est vraiment. C'est admis qu'il s'appelle Mister. Bah, en fait c'est l'anecdote que tu peux tirer du film. En fait, hein. C'est une scène du film Bean de 1997 où Mr Bean est contrôlé à la douane après avoir fait semblant d'avoir une arme dans sa poche intérieure. Ah oui. C'est hilarant, ça C'est- d'ailleurs. Ça, j'ai vu vraiment, cette scène, c'est super, Ouais, cette scène c'est incroyable.
Et lorsque la police vérifie son passeport, effectivement, on a un plan sur le passeport. mon Dieu. Et on découvre que le nom, c'est Bean, et que le prénom est effectivement Mister, en lettres MR. Incroyable. Donc, ils ont vraiment Incroyable. poussé le gag jusqu'au bout. Le Donc, voilà, détail. Super. Ok, super. Bon, voilà, ça c'est quelque chose que voilà, j'adore. On aime ce genre de détails, hein, c'est super. Alors là, du coup, petit aparté, parce que du coup, bon, ça c'est une anecdote que j'ai retrouvée beaucoup. J'ai beaucoup retrouvé un peu partout, mais moi je la connaissais. Par contre, c'est difficile de sourcer, de chercher la véracité de cette information-là. Donc là, on va rentrer dans ce domaine-là. Et puis, je vais faire une aparté pour ça, d'ailleurs, évidemment. S'il y a des gens qui nous écoutent ou si jamais quelqu'un un jour trouve qu'une des anecdotes n'était pas véridique, évidemment, sourcer les informations, c'est très compliqué. Ce qu'on fait, c'est un caractère très ludique. C'est pas notre travail de sourcer. Non. Alors, si vous cherchez les sources, allez les chercher vous-même. Non, mais moi, je cherche les sources autant que je peux, dans la mesure du possible. Mais il y a des anecdotes, voilà, on n'est jamais trop sûr, évidemment, mais on fait ça pour le caractère ludique. Et même si c'est faux, les histoires sont drôles. Donc voilà, ça reste toujours un peu sympa. Mais effectivement, bon, je source autant que possible. J'ai gardé que celles qui sont sourcées. Mais là, celle-ci, comme je la trouvais un petit peu intéressante, un petit peu marrante, je l'ai gardée. Et aussi, du coup, pour l'objet de débat qu'il est, c'est-à-dire à quel point est-ce que ce genre d'anecdote rentre dans la culture, parce que du coup, ça paraît, voilà, c'est très romantique, très romantisé, ce genre de choses-là. Donc bon, on verra bien la véracité de cette chose-là. Quel tournage a grandement facilité le travail de la police ? Alors, c'est incroyable. Ça me dit quelque chose. C'est un film français ? C'est un film français. Alors on peut dire que c'est un film français. En soi, c'est un film français. Sur le papier, en théorie, c'est un film français. Parce que tu m'avais dit donc, que les films français, c'est dur des fois de... C'est dur de trouver des anecdotes sur les films français, ouais. Ah ouais. Les Américains, ils sourcent beaucoup ces choses-là, ils font beaucoup de making-of, ces choses-là. Le cinéma français, il a rarement fait ça. Hein. Le cinéma français, on fait le film et puis c'est tout. Quoi. C'est l'art avant tout. C'est quoi ? The Crow ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est le film où le fils de Bruce Lee s'est fait tirer dessus sur le plateau. Si, d'accord, je sais ce que c'est. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Non, c'est pas ça. Parce que du coup, on sait qui est le coupable directement. C'est sur les caméras, on a tout vu. Donc c'est un film français, en tout cas. C'est un film français entre autres, mais pour vous faciliter un petit peu votre travail à vous, pas celui de la police. Il s'agit pas du film en lui-même, c'est pas la scène, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu un tournage à un endroit en particulier qui a facilité le travail de la police. Jurassic Park. Ça a facilité la vie de tout le monde. Tout le monde était plus heureux après Jurassic Park. Après Jurassic Park, beaucoup plus efficace. C'est récent ou... Alors c'est un film des années 90. D'accord. On est dans les années 90. J'étais pas là. Et c'est un film très connu. C'est un film qui fait partie du folklore français. Et vraiment, nous, on le connaît très très bien en France. C'est un grand classique. Je sais. Et c'est un des classiques qui a réussi à être un classique aux États-Unis aussi. Les gendarmes à Saint-Tropez. Non. Le grand classique américain, les gendarmes à Saint-Tropez. Ça a eu un succès aux États-Unis, mais est-ce que c'était un remake qui a été fait ? Non, c'est un succès aux États-Unis parce que le film se déroule à New York. Un film français qui se déroule à New York. Des années 90. Les gendarmes à New York. Oh non, j'allais dire un Indien dans la vie. C'est à Paris. C'est un réalisateur très connu français qui a fait des films très connus dans les années 90, qui a fait des films avec les Américains. Du coup, Luc Besson. C'est un film de Luc Besson. Donc ça pourrait, à New York, ça pourrait être Léon. C'est Léon, oui, c'est tout à fait Léon. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc en fait, pourquoi ça a facilité le travail de la police ? Le film Léon. Est-ce que vous avez vu le film ? Est-ce que vous vous souvenez des scènes un petit peu dans le film Léon ? Pour moi, il se passe pas grand-chose. Oh, attention, Jules. Mais... Donc c'est un tueur à gages. Et comment ça ? Léon. Le personnage. Alors Léon, c'est un tueur à gages. Mais d'ailleurs, le film se passe intégralement dans un immeuble, je crois, même pas. Pratiquement, oui. Voilà. Alors, c'est l'anecdote à voir avec le lieu du tournage. En fait, c'est-à-dire que vraiment, sur le lieu du tournage, il s'est passé quelque chose. Ils ont trouvé de la vraie coke. Je pense pas qu'ils l'auraient donné aux flics. On parle d'Hollywood quand même. La coque, ils l'auraient gardée. Ils l'ont déjà. Oui, c'est eux qui l'ont mis là. Non mais écoutez, alors entre autres effectivement, donc il y a une scène dans Léon qui nécessite énormément de figurants en uniforme de policiers. Et donc, pour l'anecdote,
il y aurait eu un braquage juste à côté. Oh, et donc les figurants se sont occupés du Et braquage? non, alors non. Bon, toi, tu penses vraiment à l'américaine, en levant le point, genre chacun a pris ses responsabilités. Non, pas du tout. J'ai mis une chemise de policier, je peux empêcher ce braquage. Vers la fin du film, où c'est vraiment l'assaut avec... Oui, vers la fin du film, où c'est vraiment l'assaut, il y a plein de policiers. En fait, du coup, le type qui a braqué la banque, en fait, il fuyait, et puis il est tombé sur le tournage de Luc Besson, il est tombé sur plein de figurants en uniforme, et devant la masse de flics qu'il a vu, il s'est juste rendu. Oh là là, incroyable. Il s'en tirerait pas. Alors du coup, bon, de tout ce que j'ai pu trouver, ça paraît être une anecdote assez véridique, mais bon, difficile à sourcer quand même. Donc je trouve que c'est une belle histoire. C'est incroyable. C'est assez drôle comme histoire, mais bon, voilà, ça je laisse ça un peu en suspens. Voilà, ok. Peut-être pour la promotion du film. Peut-être pour la promotion du film, pas savoir, mais bon, spoiler la scène finale pour la promotion du film, c'est un peu compliqué. Hein. Ok, je vais essayer de finir avec des choses un peu plus corsées. Je vais essayer de tester un petit peu ce qui peut être corsé. C'est déjà pas facile aujourd'hui. Hein. Moi, dur. Hein. C'est dur. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Quel est le meilleur endroit pour cacher une recette de sushi? Pour cacher une recette de sushi. Alors. Saint-Luc Besson aussi. C'est pas aller dans tous les horizons. Une recette de sushi. Est-ce qu'on cherche un film? Alors oui, on cherche absolument un film. D'accord. Recette de sushi. Alors là, ça commence à être... Bon, j'ai pas envie de faire de connexion évidente, mais est-ce qu'on parle d'un film asiatique? Oh, il a dit le mot asiatique. J'ai dit le mot asiatique. Alors, on parle pas d'un film asiatique du tout. Hein. D'accord. Plus américain, c'est... Plus américain, je meurs. Le film s'est inspiré de une certaine culture un peu japonaise, de certaines traditions un peu asiatiques. Bon, notamment japonaises, eux c'était leur influence, les réalisateurs ont cité leur influence comme ça. Dans le contenu, même dans l'esthétique, il y a certaines esthétiques du cinéma japonais qu'on peut retrouver. Bon, c'est pas gros non plus, hein, ça reste du grand cinéma américain. Ça sent le Tarantino. Hein. Alors c'est pas Tarantino, on est à peu près dans la même époque en fait. Hein. Époque, mais c'est une grosse époque. On est dans une époque un petit peu de formalisme où on commence à expérimenter avec le format du numérique, donc on est un petit peu dans cette époque-là. Format du numérique. Fin 90. Donc, on est fin 90, début 2000. D'accord. On est vraiment sur un film qui a eu un immense succès, très très connu. Oh là là. Et notamment cet endroit où on cache le sushi, on cache la recette du sushi. L'endroit où on cache la recette du sushi, c'est vraiment une des choses qui a rendu ce film mythique, en fait. C'est quelque chose de... C'est un film où absolument on cherche quelque chose, un trésor. Et en fait, c'est non. Et le trésor, il était à l'intérieur de nous depuis le début. En fait, le trésor, c'est le voyage. C'est pas la destination. C'est pas là où on cache les sushis. Non, c'est même pas un film qui philosophiquement traite de ça. Hein. C'est un film qui est vraiment d'ambiance, d'esthétisme. Bon, ça a des fortes philosophies aussi. Hein. C'est un film très connu. Très connu. Ah, très 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 connu. Bon, du coup, je vais vous aider un petit peu. Hein. Un petit peu plus. Alors, effectivement, c'est une trilogie qui est très connue. Une trilogie des années 2000. Et alors, du coup, je vais vous citer une petite anecdote sympathique autour de l'univers du cinéma pour que, pareil, ceux qui ne connaissent pas ça. C'est une œuvre qui est souvent citée comme un exemple de ce qu'on appelle la convergence médiatique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la convergence médiatique... C'est les années 2000, il y a Keanu Reeves dedans. C'est Matrix. Alors, pour revenir sur la convergence médiatique, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ça, c'est une nouvelle discipline qu'on étudie, on l'étudie depuis une petite vingtaine d'années, une petite quinzaine d'années, on l'a souvent fait, mais c'est pour étudier à quel point une œuvre, ou le concept d'une œuvre, ou l'idée d'une œuvre peut traverser les différents médiums artistiques. Donc, c'est-à-dire que en quelle mesure un film peut se retrouver dans un bouquin, peut se retrouver dans un jeu vidéo, ou peut se retrouver dans un poème, ou des choses comme ça, en fait. Et donc, ce qui différencie l'adaptation de la convergence médiatique, c'est l'adaptation, c'est purement et bêtement, on reprend l'œuvre et on la refait sur un autre support. La convergence médiatique, et c'est pour ça que Matrix est très connu pour ça, c'est que c'était pas des adaptations, c'était plein de morceaux de la même œuvre qui étaient disséminés un peu partout. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le jeu vidéo Matrix se situe entre Matrix 1 et Matrix 2. Donc c'était pas une adaptation, c'était quelque chose qu'on rajoutait. C'était un ajout à l'univers de la trilogie. Okay, voilà. Et donc par exemple, il y avait des BD, il y avait des comics sur Internet et des choses comme ça. Enfin, il y avait plein de petits trucs, plein de petites animations. Et ça faisait partie de la campagne de com. On dit souvent que c'était une sorte de campagne de com. Mais c'est un petit peu les grands débuts de la convergence médiatique. Et aujourd'hui, donc du coup, voilà, pour l'anecdote aussi, Disney joue beaucoup à ça. Avant de sortir un de leurs grands films, ils sortent des séries, ils sortent beaucoup de choses. Et ils ont toute une équipe qui font des recherches là-dessus. Effectivement, ils font des recherches sur l'univers étendu
du film qu'il va y avoir. On appelle ça... Enfin, moi, en tout cas, comme Avatar, il me semble, non ils ont fait ce travail-là avec un jeu vidéo aussi qui était beaucoup recherché dans l'univers. Dans l'univers, ils ont construit ça avant. Qui a un peu floppé d'ailleurs, non ? Ouais, ça... C'était pas incroyable. De toute façon, Avatar, il a eu le succès commercial qui escomptait, mais pas le succès critique, quoi. Ils voulaient faire une révolution un petit peu dans le milieu, mais bon, ils avaient misé sur la 3D à une époque où c'était peut-être pas la peine de miser là-dedans, quoi. Ce qu'on appelle la 3D, mais la 3D relief. Donc, sushi, Matrix. Sushi Matrix. Lieu pour cacher recette sushi. Lieu pour cacher recette sushi. Alors, qu'est-ce qui a fait la particularité du film Matrix ? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu vraiment culte ? Les ordinateurs, les comme ça. Les ordinateurs et donc le courir sur les murs. Moi, je trouve ça incroyable. Est-ce qu'on courait sur les murs avant Matrix ? Je suis pas sûr. Alors, je suis pas sûr qu'on court sur les murs depuis Matrix. Non, mais c'est une esthétique du ninja et... On n'esquivait pas les balles non plus avant Matrix. Ouais, non, mais c'est pas tout à fait ça. Ça paraît vraiment intuitif d'esquiver les balles. Si je vous dis Matrix, qu'est-ce que vous voyez en premier ? Vous voyez quoi quand Ordinateur. Des écritures vertes. Les écritures vertes. Ouais. Disque dur. C'est les écritures vertes. Les recettes en fait, les écritures vertes, c'est juste des sigles japonais, en fait. Ouais. C'est de l'alphabet japonais. Et donc, c'est des recettes de sushi. Parce qu'en fait, donc, du coup, voilà, donc, c'est les lignes de code de la Matrice, dans la trilogie Matrix. Attends. Donc, je vous explique l'anecdote clairement. Voilà, donc les réalisateurs du film n'étaient pas satisfaits du premier design qu'on leur avait proposé. Alors, ils ont fait appel à un designer du nom de Simon Whiteley, qui avait pour but de rendre ça, je cite, plus traditionnel, plus japonais. Voilà, donc c'est pour dire, voilà, les réalisateurs ils savaient ce qu'ils voulaient. Donc, pas besoin de lui dire deux fois, Simon Whiteley va donc chercher les livres de cuisine japonais de sa femme, et il trouve des caractères en alphabet japonais, en alphabet nippon, voilà, qui lui plaisent tout particulièrement. Ce sont donc ces recettes de sushi que l'on peut voir à l'écran dans les lignes de code de la matrice. C'est pas vrai. C'est sacré rapide. Hein. Et c'est en hiragana ou en kanji, mais c'est vraiment un alphabet japonais ? Parce que je crois que c'est des chiffres et des... Alors, je pense qu'ils font sans doute alterner avec des chiffres et des machins comme ça, mais pour l'esthétique... de loin, oui, ça paraît plus complexe. Ça paraît plus complexe, mais vraiment, c'est ça. Et est-ce qu'à l'œil nu, on peut essayer de déchiffrer... Est-ce que quelqu'un a essayé de déchiffrer les recettes exactes ? Bah, écoute, je sais pas si quelqu'un s'est déjà... Non, parce que c'est un mystère, hein. Moi je sais absolument pas faire des sushis. Alors, oui, je pense que t'as pas besoin de regarder Matrix pour aller chercher une recette de sushi, Antoine. Il y a plus simple, le plus dur, mais il y a plus moins amusant. Bienvenue sur Radio Cuisine. La semaine prochaine, on vous déchiffre du coup les recettes de sushi. Ok, super. Alors donc du coup, on va finir avec un petit quelque chose. Je pense que c'est peut-être une des plus corsées avec la recette de sushi. Donc voilà. Donc pourquoi Boromir escaladait-il les montagnes de la Terre du Milieu ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces films et ces œuvres auxquelles je fais référence, donc Boromir est un personnage du Seigneur des Anneaux, qui est un livre écrit par Tolkien et qui a été adapté au cinéma par Peter Jackson dans sa trilogie du début des années 2000. Donc c'est un des personnages de ce qu'on appelle la communauté de l'anneau qui va accompagner Frodon, le jeune Frodon qui est le héros de l'aventure, qui va apporter un anneau maléfique pour aller le détruire. Et donc il est accompagné par toute une flopée de héros en tout genre, nains, elfes, hommes. Et donc Boromir est un des personnages qui l'accompagne, et donc ils arpentent les montagnes de la Nouvelle-Zélande, donc qui sont les montagnes de la Terre du Milieu, pour amener cet anneau. Alors pourquoi Boromir escaladait-il les montagnes ? Quand ça ? Ouais, c'est... Comment ça, quand ça ? J'ai plus le souvenir. Oh bah, est-ce qu'ils l'ont tous fait ? Ils l'ont tous fait, mais du coup, Boromir spécifiquement. C'est pour ça que j'essaie de corser la question, parce que du coup, je la pose vraiment à côté. C'est pas tant une question de Boromir finalement qui escalade les montagnes. C'est pas tant une question de contenu du film, parce qu'effectivement dans le film, on les voit monter les montagnes, on les voit essayer de passer le col de Caradras, on les voit ressortir des mines de la Moria, tout ça. Mais c'est pas une histoire de ce qu'on voit dans le film. C'est que littéralement, Boromir escaladait les montagnes. Boromir escaladait les montagnes. L'acteur Donc, a Boromir, vraiment escaladé la montagne. Sean Bean escaladait vraiment les montagnes. Pourquoi est-ce qu'il escaladait vraiment les montagnes ? Pour rejoindre le tournage. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Oh là là, c'était plus rapide. Ah bon, alors là, non. C'était clairement pas plus rapide. Pour plaisir, il aime bien escalader. Non, je pense pas qu'il... L'hélicoptère était en panne. Ah non, l'hélicoptère fonctionnait très bien. Je sais pas, c'était pour flex devant. Pour flex. Oui, on arrive en sueur, en retard. Ouais. Il devait être vraiment adoré du tournage, oui. Un pari. Non, pas un pari, non. Personne lui a demandé de faire ça. C'est lui qui voulait faire ça. Il voulait le faire.
C'est même plus qu'il voulait le faire. Il voulait avoir l'air crevé. Non. Mais Ça, c'est l'anecdote de Dustin Hoffman dans... Quand tu dis escalader les montagnes, c'est-à-dire vraiment, c'est D'en bas jusqu'au tournage. vraiment une pente. On parle de combien de degrés? On parle de quel type de montagne? Les top 5 des Attends, montagnes. alors il monte pour rejoindre. Ah, ça monte. Hein. Il a peur de l'hélicoptère. Il a peur de Oh l'hélicoptère. là là. Sean Bean a peur de voler. Donc du coup, il n'empruntait l'hélicoptère que si c'était absolument nécessaire. Autrement, tous les acteurs et toute l'équipe pouvaient le voir depuis leur hélicoptère monter la montagne à pied pour rejoindre le tournage. C'est incroyable. Franchement. À chaque fois. Pas à chaque fois justement. Si c'était Bon, après, c'est pas comme s'il il descendait prenait en luge à chaque l'hélicoptère, scène. il prenait l'hélicoptère, c'était absolument nécessaire. Donc si ça prenait 10 heures de monter la montagne et qu'il pouvait pas rejoindre le tournage, tu vois, il le faisait pas. Il prenait l'hélicoptère. Heureusement je qu'il a pense. fait qu'un seul film, ça. Ah, j'avoue. Aïe, Jules et le spoil. Ouais. Ça, c'est incroyable. Heureusement que les chroniques Ciné Exploration sont écrites à l'avance, hein, parce que sinon, je pense que si t'étais en roue libre, ce serait une autre Alors, ça, histoire. on a le droit. On a le droit. Ça fait suffisamment longtemps qu'on peut. Si vous écoutez cette émission, c'est à vos risques et périls. À vos risques et périls. Hein. Non, mais quand il y aura d'autres invités, ça ira sans doute mieux. Mais, non, mais je vous aime beaucoup. Non, mais... et en plus, j'ai rien dit. Hein. C'est vous qui spoilez. C'est pas moi, monsieur l'agent. Bon, voilà, donc c'était notre dernière anecdote de cette première émission. Effectivement, ça fait une demi-heure tout pile qu'on est avec vous et qu'on est avec Jules et avec Antoine, qui nous ont parlé aussi de concepts un petit peu intéressants, donc qu'on pourrait élaborer un peu plus, mais donc on reviendra dessus sans doute dans d'autres émissions. On essaiera de mettre en place des nouvelles émissions où on pourra débattre plus longtemps philosophiquement de choses en tout genre, comme les idées de George Lucas qui est dépassé par le poids de Avec plaisir. ce qu'il a fait. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il a vendu Pixar indirectement à Disney, plus la licence Star Wars à Disney Ah oui, directement. je sais pas si on va pouvoir conclure un jour que George Lucas est clairement intéressé par l'argent. Je pense que c'est un centre d'intérêt pour lui. Parce que toutes les choses auxquelles on aurait tous dit non, je vais le garder, c'est trop On bien. a tous envie Lui, d'une il les a- retraite confortable. Il les a vendus, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il a mérité sa retraite. Oh, la retraite à 5 milliards, je pense que 5 c'est... milliards, ça devrait suffire. c'est- On lui a jamais demandé de faire plus de 3 films, hein, mais et pourtant. Et pourtant, Enfin, il en a fait qu'un. Enfin, non, il a pas fait qu'un. Mais... Non, oui, en Parce qu'il a tant pas que fait, réalisateur. Voilà, il a pas oui. fait le 5 et le 6 en tant que C'est vrai, réalisateur. c'est Dès le 5, il avait dit je me sens pas là. C'est pas Pris pour sa moi. retraite ça très commence tôt, à être un peu épuisant. Ce qui est l'ironie, parce que du coup, il se sentait pas, parce que le tournage du 4 avait été très chaotique. Enfin, du 4, le premier, le Nouvel Espoir, Ouais. était très chaotique. Et donc, Ouais. du coup, le 5. Alors que comme il avait eu un succès gigantesque, le 5 avait plein de financement, plein de soutien et plein de liberté qu'il aurait finalement pu mettre en place. Mais bon, on n'est pas plus mécontent que ça que ce soit pas lui qui ait fait le 5. Hein, pour tout le respect que je lui dois. Oui. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien, on est fiers d'eux. C'est bien comme c'est maintenant. Et puis, moi, je suis fier de vous parce qu'en fait, vous avez tout trouvé sauf le truc de Luc Besson. Ouais, hein. Attends, le Luc Besson, on l'a pas trouvé? Non, pas vraiment, non. Est-ce qu'on a tout trouvé? Non, Bon, tu on a as eu trouvé que beaucoup c'était d'indices. Léon. Tu as trouvé que c'était Léon. On a quand même demandé pas mal d'indices. Ouais. Ouais. Oh, mais c'est le but. Le but, c'est que ce soit compliqué. On a quand même beaucoup réfléchi ce matin dans l'urne, du coup, on peut pas faire mieux. Vous avez dépensé toute votre réflexion. C'était dur de réfléchir cette année quand même. C'était corsé. Bon, bah voilà. Hein. Enfin bon, merci beaucoup d'avoir c'est été très intéressant. avec Merci. moi. On se reverra sans doute bientôt pour une émission avec vous deux ou avec d'autres. Avec plaisir. On se retrouve, nous les auditeurs, tout de suite dans un petit quart d'heure, après avec une petite pause musicale. On va se retrouver avec deux de mes nouveaux invités pour une nouvelle émission de Qui que quoi. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec moi et puis à très bientôt. À bientôt, messieurs. À bientôt, au revoir.